Début de la deuxième partie du Prési sur le chapitre 4 d'Histoire, l'Europe et la révolution industrielle. Tu es arrivé au grand 2, dont tu peux noter le titre « Les sociétés se transforment ». Passe à la vignette suivante pour noter le titre du grand A, « Essor de la bourgeoisie et du monde ouvrier ». En passant à la vignette suivante, tu peux voir un tableau qui montre une famille de la bourgeoisie à Montpellier, en France, au XIXe siècle. La vignette suivante te montre un autre intérieur bourgeois, à Paris celui-ci. Il est peint par Degas, à la fin du XIXe siècle également. Ces deux tableaux, et celui qui suit à nouveau, et tu peux appuyer sur suivant, te montrent des familles vivant plutôt richement au XIXe siècle. Le dernier et troisième tableau te montre le boulevard du Temple à Paris, où tu peux voir des Parisiens se promenant et allant, tu l'as devant toi, au théâtre de Vaudeville, assister à une pièce. Tu vois que la plupart des gens qui apparaissent devant le théâtre sont des gens plutôt bien habillés, qui sortent du théâtre pour certains, et sont donc des gens suffisamment riches pour pouvoir consommer des loisirs. En effet, le XIXe siècle est celui de l'apparition de cette grande bourgeoisie urbaine qui a de l'argent, qui possède des usines ou qui possède des actions, parfois dans des entreprises, et peut donc se permettre des loisirs. Change de vignette pour arriver à la diapositive suivante, pour en prendre la trace écrite. Le développement industriel favorise l'affirmation d'une grande bourgeoisie. Composée de patrons d'usines, de banquiers ou d'hommes d'affaires, elle place au centre de ses préoccupations le travail et l'argent. C'est la première consommatrice des améliorations de la vie quotidienne, permises par les progrès techniques, mais aussi de loisirs comme le théâtre. Tu peux passer à la diapositive suivante. Il s'agit là d'une affiche ou d'un tract qui illustre les revendications d'un autre monde que le monde bourgeois au XIXe siècle, c'est le monde ouvrier. Cette affiche montre des revendications autour de la journée de 8 heures. Les ouvriers, qui apparaissent ici, tu le vois, avec une casquette et un marteau, sont opposés à leur patron pour leur demander une journée de travail de 8 heures, sans baisse de salaire. Les conditions de travail des ouvriers du XIXe siècle sont extrêmement dures et peu de leurs droits sont reconnus. Il faut ainsi attendre 1884 en France pour que les droits de grève et de manifestation soient reconnus. Passe à la diapositive suivante pour la trace écrite. L'âge industriel est aussi celui du monde ouvrier. Ceux-ci sont très nombreux et ont des conditions de vie dures. Les ouvriers gagnent progressivement plus de droits. À partir de 1884 en France, ils peuvent être représentés par des syndicats qui défendent leurs intérêts. Des lois sociales se penchent également sur le droit de grève ou sur le travail des enfants. Tu peux changer de diapositive pour passer à un grand B qui s'intitule « La croissance urbaine ». Tu peux noter le titre du grand B, « La croissance urbaine, l'exemple de Paris ». Tu trouves 2 fiches qui concernent les transformations de Paris au XIXe siècle. Tu as 6 questions auxquelles tu peux répondre. La deuxième partie de la fiche est censée être faite sur papier. Elle est plus compliquée à réaliser comme ceci. Ce sont essentiellement les 2 premiers documents qui t'intéressent. Tu peux laisser tomber la question 6 qui porte sur un exercice d'écriture qui va être compliqué à faire ici. Les réponses aux questions sont les suivantes. Le document 1, qui est donc un texte de Théophile Gautier, explique que si les travaux ont été entrepris, c'est pour embellir la ville, d'une part, mais aussi pour l'aérer. Théophile Gautier dit même « la ville se nettoie et fait sa toilette ». Il s'agit aussi, selon lui, d'enlever du centre de Paris les quartiers misérables et les ruelles puantes. C'est l'essor, à cette époque-là, des théories dites hygiénistes qui pensent que l'aération et la luminosité favorisent la bonne santé. La question numéro 2 était la suivante. Comment les travaux entrepris permettent-ils d'améliorer les déplacements dans la ville ? Les travaux entrepris permettent d'améliorer les déplacements dans la ville de plusieurs façons. D'abord, avec ce que tu as sur la carte en rouge, les principales percées haussmanniennes. On les appelle haussmanniennes car c'est le baron Haussmann qui a, à partir des années 1860, entrepris de très grands travaux de percement d'avenues très grandes dans Paris. Cela a pour but, bien évidemment, de faciliter la circulation. Et puis par ailleurs, tu peux voir que dans la ville, des gares sont créées. Elles permettent de faire arriver le train directement dans Paris. À la question 3, on te demande quels aménagements sont directement liés à la consommation et au confort de la population.
Tu vois dans la légende de la carte le point 4 qui s'intitule « Autres aménagements importants ». Tu peux voir que l'opéra Garnier est construit à cette époque-là, mais également les halles centrales, qui ont pour but d'être un immense marché à ciel ouvert dans Paris, avec des pavillons qui permettent d'avoir une spécialisation par type de produit de consommation. De grands abattoirs sont également créés, comme celui de la Villette, situé au nord-est de la ville, et c'est également l'essor des grands magasins que tu vois apparaître en grand nombre au bord de la Seine. Ces grands magasins sont les ancêtres de nos supermarchés. Ils sont à l'époque des magasins plutôt luxueux dans lesquels la bourgeoisie peut faire des courses. La 4e question doit être faite sur feuille directement, tu n'y réponds donc pas. La 5e et la 6e également. Tu peux donc directement passer à la vidéo suivante, qui est une vidéo qui te montre justement la croissance de Paris au XIXe siècle, en gros entre 1800 et 1914. La vidéo va au-delà de 1914, tu peux la regarder jusqu'à la fin, mais c'est vraiment le XIXe siècle qui nous intéresse. Une fois que tu as vu la vidéo, tu changes de vignette pour arriver à la trace écrite qui suit. Au cours du XIXe siècle, la ville de Paris se transforme. Les rues étroites laissent la place à de grandes avenues percées partout dans la ville. Cela a pour but d'aérer, mais aussi de faciliter la circulation. L'habitat et les modes de consommation évoluent également. Les halles centrales ou les grands magasins apparaissent au moment de la révolution industrielle. Paris étant limité par ses remparts, c'est sa banlieue qui croît également très vite. Tu peux ensuite passer à la diapositive suivante. C'est la dernière partie du cours, c'est un grand C qui s'intitule « De nouvelles idées et des prises de position ». Dans cette partie du cours, tu vas avoir 3 textes qui te présentent les idées libérales, les idées communistes et les idées également développées au XIXe siècle par un acteur social encore important, l'Église catholique. Le premier texte porte sur le libéralisme, pour la libre entreprise et la libre concurrence. Tu le lis avant de passer à la diapositive suivante qui permet une trace écrite. La trace écrite est la suivante. Une partie des acteurs économiques du XIXe siècle développe un discours et des idées libérales. Celles-ci partent du principe que l'économie se donne des règles à elle-même et qu'elle n'a pas besoin d'intervention extérieure, notamment de la part des États. Crise économique et chômage étant ainsi des mots nécessaires. Le travail et l'argent sont des valeurs centrales. Tu passes ensuite à un deuxième texte qui porte sur le communisme ou, comme il est nommé ici, le socialisme, unir les ouvriers. Lis le texte avant de passer à la trace écrite. À l'opposé, les idées développées par Karl Marx mettent en avant l'idée que la société est divisée entre la bourgeoisie et le prolétariat. En 1848, dans le manifeste du Parti communiste, il explique que les ouvriers doivent s'emparer du pouvoir politique pour prendre à la bourgeoisie son capital, l'argent, et les moyens de production, les machines, les usines. Leur possession par la bourgeoisie empêche, selon Marx, les ouvriers d'être libres et les laisse dans une grande misère. La vignette suivante te montre un tableau que tu peux reproduire dans ton cahier et qui te permet de comparer les différences entre libéralisme et socialisme. Une fois que tu as recopié le tableau dans ton cahier, essaye de le remplir. Voici les réponses. Contre la propriété privée, tu dois cocher socialisme. Pour la propriété privée, tu coches libéralisme. Lutter contre les inégalités sociales, tu coches socialisme. Les inégalités sociales sont naturelles, tu coches libéralisme. L'intervention de l'État est nécessaire, tu coches socialisme. L'État ne doit pas intervenir dans l'économie, tu coches libéralisme. Une fois que tu as fait ceci, tu peux passer à la vignette suivante, qui est un texte sur le catholicisme social. Tu lis le texte avant de passer à la trace écrite qui conclut le cours. L'Église a perdu une grande partie de son pouvoir spirituel au cours du XIXe siècle. Sa réaction face aux nouveautés de l'âge industriel n'intervient qu'en 1891. Par l'encyclique, c'est un texte du pape, Rerum Novarum, le pape Léon XIII prend position. Pour l'Église, les rapports sociaux et les inégalités nées du libéralisme ne sont pas bonnes. Mais d'un autre côté, la propriété doit être respectée et les idées communistes sont néfastes. Tu en termines donc avec ce chapitre 4, l'Europe et la révolution industrielle.